Les habitants de ce petit lotissement en bordure d'un village de Normandie n'oublieraient jamais ce soir de septembre. Le ciel, bas et lourd, déversait une pluie glaciale qui transformait les jardins en marécages boueux. À travers le bruit du vent et le martèlement de l'eau sur les toits, les voisins entendirent Lucas hurler. Sa voix, chargée de mépris, transperçait le vacarme de l'orage alors qu'il s'adressait à sa femme enceinte. Il la traitait de déchet, lui hurlait qu'elle ne serait jamais rien. Ils regardèrent, horrifiés derrière leurs rideaux, la jeune femme s'effondrer à genoux dans la boue, suppliant. Puis, ils entendirent le moteur. Un son feutré mais puissant, une mécanique de précision qui n'avait rien à faire dans un quartier modeste comme celui-ci. Lorsque la portière de la berline DS9 s'ouvrit et que cet homme, vêtu d'un costume dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des résidents, en sortit, le visage de Lucas devint livide. Il venait d'humilier la nièce de Pierre Douit, le milliardaire qui possédait la moitié de la région et bien plus encore. Le tonnerre roula à travers la campagne normande comme un avertissement que personne n'avait voulu entendre. À l'intérieur de la petite maison de campagne aux volets défraîchis, quelques minutes plus tôt, Chloé s'était tenue figée dans l'encadrement de la cuisine, fixant avec désespoir la cocotte en fonte sur la gazinière. L'odeur âcre du brûlé s'échappait du plat. Enceinte de 8 mois, son ventre pressé contre la robe de maternité usée qu'elle avait déjà portée 3 fois cette semaine-là. L'odeur du bœuf bourguignon calciné se mélangeait à l'odeur de la terre mouillée entrant par la porte moustiquaire, et elle sut. Elle sut viscéralement que la soirée allait virer au cauchemar. Lucas était assis à la table de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, une bouteille de vin rouge à moitié vide trônant à côté de son téléphone. Ses yeux étaient injectés de sang, son regard trouble et dangereux. Il buvait davantage ces derniers temps, depuis qu'elle avait remarqué qu'il ne parlait plus de son travail au bureau d'études. « Je t'avais demandé une seule chose, » dit Lucas, sa voix basse et tranchante comme une lame de rasoir. « Une chose simple. Préparer le dîner. C'est tout ce que tu avais à faire aujourd'hui, Chloé. » Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, pour expliquer que son dos la torturait et que le médecin avait insisté pour qu'elle prenne plus de repos, que la fatigue de la grossesse l'avait fait s'assoupir quelques instants. Mais Lucas frappa du poing sur la table avec une telle violence que la bouteille de vin sursauta, manquant de se renverser. Le bébé. Le bébé. Le bébé. Tout tourne autour de ce gamin. Et moi? Qu'en est-il du fait que je travaille toute la journée pendant que tu restes ici à ne rien faire? Chloé voulut lui rappeler les 2 emplois de ménage qu'elle avait occupés jusqu'au mois dernier, frottant les sols et nettoyant les toilettes des autres alors que ses chevilles enflaient et que son dos hurlait de douleur, économisant chaque euro pour l'arrivée de l'enfant. Elle voulut crier cette injustice, mais elle avait appris à ne pas argumenter quand il était dans cet état. Ce qui se passa ensuite escalada si vite que Chloé eut à peine le temps de le traiter. Lucas se leva brusquement, la chaise raclant le carrelage, se précipita dans la chambre et revint avec une brasée de ses vêtements. Il ouvrit la porte d'entrée et commença à les jeter dehors, directement sous la pluie battante. Ses chaussures, ses produits de toilette, la petite boîte contenant les échographies précieusement conservées. Tout atterrit dans les flaques de la pelouse avant, tandis que les lumières des maisons voisines s'allumaient une à une, attirées par le vacarme. « S'il te plaît, » supplia Chloé en agrippant son bras, les larmes aux yeux. « Pense au bébé. Laisse-moi juste rester ce soir. Je trouverai une solution demain, je t'en prie. » Lucas la repoussa si violemment qu'elle trébucha. Sa main protégea instinctivement son ventre arrondi alors qu'elle évitait de justesse une chute brutale contre le chambranle de la porte. Puis, il prononça les mots qui allaient le hanter pour le restant de ses jours. « Tu n'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu viens de rien. Tu es un rien. Et tu mourras en étant rien. » De l'autre côté de la rue, Monique, sa voisine âgée, cria depuis son perron, disant à Chloé de venir s'abriter chez elle, mais Chloé ne pouvait pas bouger. Tétanisée, brisée, elle sortit dans cette tempête comme une femme déjà en train de se noyer, s'affaissa à genoux dans la boue froide, et laissa la pluie se mêler à ses larmes tout en essayant de rassembler ses affaires ruinées. Derrière elle, Lucas claqua la porte et fit tourner le verrou. Le bébé donna un coup de pied à l'intérieur d'elle, comme pour demander ce qui se passait, pourquoi le monde semblait soudain si hostile. Ce que Lucas ignorait, ce que Chloé avait gardé caché pendant 3 ans, c'était qu'elle avait menti en disant n'avoir aucune famille. 3 ans plus tôt, avant même de rencontrer Lucas, Chloé travaillait comme serveuse lors d'un gala de charité au prestigieux hôtel de Crillon à Paris.
Elle avait laissé tomber une fourchette en remplissant les verres d'eau cristalline. Et lorsqu'elle s'était penchée pour la ramasser, l'homme âgé assis à la table l'avait fixée comme s'il avait vu un fantôme. « Quel est votre nom » avait-il demandé, se levant malgré les regards confus des convives autour de lui. « Chloé Miller, monsieur » avait-elle répondu, tremblante, inquiète d'avoir commis une faute grave. La main de l'homme s'était posée sur sa poitrine, sur son cœur. « Votre mère ? Quel était le nom de votre mère » Chloé s'était figée, le pichet d'eau lourd dans sa main. « Je n'ai jamais connu ma mère. Elle est morte quand je suis né. » Les yeux de l'homme s'étaient remplis de larmes. « Valérie. Valérie Dwight. C'était le nom de votre mère. Je suis son frère. Je suis votre oncle, Pierre. Je vous cherche depuis 22 ans. » Cette nuit-là avait tout changé. Pierre lui avait montré des photos d'une femme qui ressemblait trait pour trait à Chloé, lui avait parlé d'une mère qui aimait l'architecture et rêvait de concevoir des bâtiments qui dureraient éternellement. Il lui avait parlé d'un fonds fiduciaire, 50 millions d'euros que sa mère lui avait laissé. Mais Chloé avait 22 ans et elle était terrifiée. Elle avait grandi en foyer, habituée à la solitude. Le mot « famille » lui faisait plus peur que d'être seule, car la famille signifiait des gens qui pouvaient vous blesser, des gens qui pouvaient partir ou mourir. Alors elle s'était enfuie. Elle avait changé de numéro, déménagé à l'autre bout de la ville, et 2 semaines plus tard, elle avait rencontré Lucas dans un petit bistrot parisien. Lucas, simple et normal, qui semblait être un refuge comparé aux oncles milliardaires et à l'argent d'un héritage qu'elle ne pensait pas mériter. Maintenant, agenouillé dans la boue devant cette maison en Normandie, le téléphone de Chloé vibra dans sa poche trempée. L'écran était fissuré mais fonctionnait encore, affichant un message d'un numéro inconnu, « J'ai observé. Je suis là. » Avant qu'elle ne puisse traiter ces mots, elle l'entendit. Le moteur, profond et puissant. Il ronronnait comme une bête qui coûtait plus cher que toutes les voitures du quartier réunies. Les phares au xénon découpèrent la pluie, brillants, blancs et impossibles. Une DS9 noire de minuit, l'apogée du luxe français, s'arrêta le long du trottoir et tout le voisinage devint silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Monique se tenait sur son perron, la main sur la bouche. Monsieur Martin sortit malgré la pluie, les yeux écarquillés. Des adolescents assis dans une voiture au bout de la rue sortirent, leur téléphone déjà en train d'enregistrer car ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose qui allait enflammer les réseaux sociaux. La portière arrière de la DS s'ouvrit et Pierre Dwight en sortit. Grand, distingué, une prestance naturelle qui imposait le respect même sous le déluge. Ses cheveux poivre et sel étaient coupés avec précision, et il portait un costume sombre impeccable. Son chauffeur se précipita avec un grand parapluie noir, mais Pierre ne regardait pas ses chaussures en cuir italien ni ne s'inquiétait de voir son costume mouillé. Il regardait directement Chloé, agenouillée dans cette boue, et son expression se brisait un peu plus à chaque pas qu'il faisait vers elle. « Chloé » dit Pierre, sa voix portant à travers le jardin avec le poids de 3 années de recherche et d'inquiétude. « Je te cherche depuis 3 ans. » À l'intérieur de la maison, Lucas devait observer par la fenêtre car soudain, il ouvrit la porte d'entrée, s'avançant sur le petit porche, la confusion se transformant en panique sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui êtes-vous ? » cria Lucas. Mais Pierre l'ignora totalement. Il marcha droit à travers la pluie, laissant ses chaussures à 1000 € s'enfoncer dans la terre meuble, laissant son costume parfait s'imbiber d'eau, et s'agenouilla aux côtés de Chloé comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. « Je suis tellement désolé, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « J'aurais dû te trouver plus tôt. J'aurais dû te protéger. » Chloé murmura, tremblante, « Oncle Pierre. » Et le dire à voix haute rendit tout réel d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. La voix de Lucas se brisa lorsqu'il répéta « Oncle ?» « Chloé, de quoi parle-t-il ? Tu as dit que tu n'avais pas de famille. » C'est à ce moment-là que Pierre se tourna enfin pour regarder Lucas, et la température sembla chuter de 10 degrés. Sa voix était calme, mais portait un poids autoritaire qui fit reculer Lucas d'un pas. « Qu'est-ce que vous venez de dire à ma nièce ?» Derrière Pierre, un second véhicule s'était garé. Un SUV Mercedes noir dont sortirent 3 hommes en costume, et ils ne souriaient absolument pas. Monique retrouva sa voix, forte et claire. « Seigneur, ayez pitié. C'est l'homme des nouvelles. C'est Pierre Dwight, le milliardaire de la tech. Il possède la moitié des entreprises de la région.
La couleur quitta le visage de Lucas en quelques secondes, passant du rouge colérique au gris cendré alors que la réalité de sa situation s'abattait sur lui. Monsieur DeWitt, écoutez, c'est un malentendu. Chloé et moi, on a eu une dispute, mais les couples mariés se disputent, et je ne savais pas quelle était votre. Pierre le coupa avec cette même voix terrifiante de calme. Elle vous a dit qu'elle n'avait pas de famille, et vous avez cru que cela vous donnait la permission de la traiter comme si elle était jetable, comme si elle n'était rien? Ce mot, rien, resta suspendu dans l'air comme une accusation formelle. Lucas l'avait hurlé à Chloé 5 minutes plus tôt, et maintenant il lui était renvoyé par un homme qui pouvait acheter et vendre la vie entière de Lucas sans même remarquer la dépense. Pierre aida Chloé à se relever avec autant de précaution que si elle était faite de cristal, tandis qu'un membre de son équipe de sécurité apportait une couverture en cachemire pour l'envelopper. « Je suis désolé de m'être enfui, » dit Chloé à travers ses larmes, ses dents claquant de froid. « Il y a 3 ans. Je suis désolé, j'avais peur. » L'expression de Pierre s'adoucit instantanément. « Nous aurons tout le temps pour parler de ça. Nous devons te mettre au chaud et au sec. » Il se tourna vers Lucas. « Avez-vous des affaires appartenant à ma nièce qui ne sont pas actuellement dans la boue ?» Lucas bafouilla, « C'est ma maison. Elle ne peut pas juste. » L'un des gardes du corps de Pierre s'avança. « Monsieur, nous pouvons récupérer les affaires de Madame Miller maintenant, ou nous pouvons revenir avec la police et une ordonnance du tribunal dans environ 45 minutes. Que préférez-vous » Lucas regarda les hommes, les voitures, les voisins remplissant maintenant leur jardin et leur perron, son téléphone vibrant sans cesse de notifications car la moitié de la rue diffusait ce moment en direct. Cela détruirait sa réputation à jamais. « D'accord, marmonna-t-il. Prenez ce que vous voulez. » Alors que Pierre guidait Chloé vers la DS9, elle regarda une dernière fois la maison où elle avait passé 3 ans à se sentir comme une prisonnière. Lucas se tenait sur le porche, paraissant petit, impuissant et effrayé, ce qui était exactement ce qu'il lui avait fait ressentir chaque jour de leur mariage. L'intérieur de la voiture était chaud et silencieux. La pluie n'était plus qu'un doux son contre les vitres blindées. Pierre s'assit à côté d'elle, lui tenant la main, ne disant rien, étant simplement là comme la famille devrait l'être. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Chloé. La réponse de Pierre révéla une vérité qui changea tout. « Je n'ai jamais cessé de chercher. Il y a 6 mois, un de mes enquêteurs a trouvé un certificat de mariage. Chloé Miller, mariée à Lucas Thompson. Je voulais te contacter immédiatement, mais mon chef de la sécurité m'a convaincu d'attendre. D'observer, pour m'assurer que tu étais heureuse et en sécurité avant de perturber ta vie. Il l'avait surveillée. La maison d'en face, celle de Monique, était équipée de matériel de sécurité que Pierre avait fait installer après avoir expliqué qui il était et pourquoi il avait besoin d'aide. Monique avait été sa complice bienveillante. Il avait veillé sur Chloé pendant des mois, espérant ne pas avoir besoin d'intervenir, mais prêt à le faire à la seconde où cela deviendrait nécessaire. « J'en ai vu assez pour savoir que ma nièce était en danger, » dit-il. Alors je suis venu. À travers la vitre striée de pluie, Chloé regarda son ancienne vie rétrécir. La maison, le quartier, Lucas toujours debout sur ce porche, l'air perdu. Elle avait pensé qu'elle n'était rien. Mais il s'avérait qu'elle avait été tout, depuis le début. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler. Le trajet fut long mais apaisant, les menant loin de la Normandie vers le sud, jusqu'à la somptueuse vallée de la Loire. Le château de Pierre ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve. Une bâtisse historique en pierre de tuffeau, éclairée comme un palais, avec des jardins à la française s'étendant de chaque côté. L'intérieur était encore plus impressionnant. Des sols en marbre, des œuvres d'art dignes du Louvre, un double escalier s'incurvant vers le premier étage, mais ce n'était ni froid ni stérile. Des photos de famille couvraient chaque mur. Et là, sur la cheminée en pierre sculptée, se trouvait une photo encadrée d'argent de sa mère, Valérie, jeune et souriante, tenant un bébé. « C'est toi, » dit doucement Pierre. « La seule photo que j'ai de vous deux ensemble. L'hôpital l'a prise le jour de ta naissance, avant qu'elle ne... » Il s'arrêta, s'éclaircit la gorge. « Tu as son sourire. » La suite d'invités était plus grande que toute la maison que Chloé partageait avec Lucas. Une chambre avec un lit à baldaquin immense, un salon avec une cheminée où crépitait déjà un feu, une salle de bain avec une baignoire sur pied, et des fenêtres donnant sur les vignes et la Loire scintillante au loin. Le docteur Laurent Hugues arriva exactement à l'heure,
un homme distingué d'une soixantaine d'années qui examina Chloé minutieusement pendant que Pierre attendait à l'extérieur. « Votre tension artérielle est élevée, ce qui est compréhensible, » dit le docteur Hugues en prenant des notes sur sa tablette. « Le rythme cardiaque du bébé est fort et régulier, mais je suis inquiet pour vous, Chloé. Ce niveau de stress n'est bon pour aucun de vous deux. » Il la regarda sérieusement. « Ce soir n'était pas la première fois que votre mari vous faisait du mal, n'est-ce pas ?» La gorge de Chloé se serra. « Il ne m'a jamais frappé. » L'expression du docteur Hugues montra qu'il comprenait. « La violence physique n'est pas la seule qui compte, madame. » Ce qui suivit fut plus dur à entendre que Chloé ne l'avait prévu. Pendant qu'elle était avec le médecin, l'équipe de sécurité de Pierre avait été chez Lucas pour récupérer ses affaires. Et ils avaient trouvé des choses. Des cartes de crédit à son nom qu'elle ignorait. Des relevés bancaires montrant des achats qu'elle n'avait jamais faits. Des comptes qui avaient été systématiquement vidés. « Lucas vous vole depuis au moins 2 ans, » expliqua doucement Pierre plus tard dans la soirée. Pour l'instant, cela représente environ 67 000 €. Le chiffre frappa Chloé comme un coup physique. 67 000 €. Chaque centime qu'elle avait économisé de ses emplois de ménage, chaque pourboire, chaque heure supplémentaire, chaque euro qu'elle avait mis de côté en pensant construire un avenir pour elle et son bébé. Lucas lui avait montré des relevés de compte, lui disant qu'ils avaient presque 70 000 € d'économie. Ces relevés étaient réels, mais le compte était à son nom à elle seule, et il l'avait vidé tout au long, forgeant sa signature sur les bordereaux de retrait, prenant des avances de fonds sur des cartes de crédit qu'il avait ouvertes en usurpant son identité. Il y avait aussi des photos, Lucas avec d'autres femmes dans des bars, des restaurants, des chambres d'hôtel bon marché, certaines datées pendant la grossesse de Chloé. Des profils de rencontres sur de multiples applications, le listant comme célibataire sans enfant. « Je veux porter plainte, » dit Chloé, la voix tremblante de rage et de chagrin. Pierre hocha la tête. « Nous le ferons, et nous nous assurons qu'il ne te fasse plus jamais de mal, ni à toi ni à personne d'autre. » Pendant que Chloé essayait de dormir cette première nuit dans le château, Lucas était assis seul dans son salon sombre, entouré de canettes de bière et des débris de sa vie. Les vidéos étaient devenues virales. Son téléphone avait explosé de messages, sa mère pleurant, son père silencieux, son frère envoyant un SMS pour dire qu'il était une honte, ses amis l'abandonnant. Tout le monde avait vu ces vidéos de lui jetant une femme enceinte sous la pluie, vu un milliardaire le confronter devant tout le voisinage. Le lundi matin, Lucas essaya d'aller travailler, mais son patron l'attendait avec de mauvaises nouvelles. L'entreprise a une image à maintenir, et avec ces vidéos qui circulent, vous avoir dans le personnel envoie le mauvais message. Lucas tenta d'argumenter, mais son patron le coupa. Vous avez démissionné il y a 4 mois, Lucas, après cet incident avec la réceptionniste. Vous venez ici tous les jours en faisant semblant de travailler, mais c'est une violation de propriété. La sécurité a reçu l'ordre de vous expulser si vous revenez. Ainsi, ce mensonge fut aussi exposé. Lucas n'avait pas de travail depuis 4 mois, ne l'avait pas dit à Chloé. Il passait ses journées dans des bars et chez un ami pendant qu'elle pensait qu'il travaillait. L'argent qu'il avait volé de ses comptes avait disparu. Dépensé en paiement de voiture, notes de bar, et une habitude de poker en ligne qui avait échappé à tout contrôle. Son propriétaire appela ce soir-là. « Lucas, nous devons parler du loyer. Cela fait 3 mois que vous dites que vous l'aurez la semaine prochaine, et j'ai des gens qui appellent pour demander si je sais que je loue à ce type de la vidéo. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. » Lucas s'assit dans le noir et fit face à la vérité. Pas de travail, pas d'argent, sur le point d'être expulsé, faisant face à des accusations criminelles, une ordonnance restrictive l'empêchant de contacter sa femme. Il avait traité Chloé de « rien », mais c'était lui qui n'avait plus rien. 3 semaines plus tard, Chloé était assise dans le bureau de maître Nicolas Crawford, enceinte de 9 mois et se préparant pour le procès civil qui déterminerait tout. « L'avocat de Lucas va essayer de vous peindre comme une chercheuse d'or », expliqua Nicolas. C'était un avocat brillant dans la cinquantaine, avec des lunettes à monture métallique et l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait gagné beaucoup de procès. Il dira que vous avez séduit Lucas et êtes tombée enceinte pour le piéger. Que vous ne vous êtes souvenu de votre oncle riche que lorsque vous avez vu une opportunité. Chloé secoua la tête. Je ne savais même pas que j'étais enceinte quand je me suis enfuie de chez mon oncle Pierre il y a 3 ans. Nicolas sourit. Nous avons des preuves de cela. Dossiers médicaux, chronologie, tout.
Son avocat essaiera quand même parce que c'est littéralement tout ce qu'il a. Ce que vous devez faire, c'est dire la vérité, rester calme, et ne pas le laisser vous déstabiliser. La veille du procès, toute la famille se réunit pour le dîner au château. Pierre, sa femme Véronique revenue de Paris, leur fils Cameron qui était rentré de l'université, des tantes et des oncles et des cousins que Chloé apprenait encore à connaître, et sa grand-mère, Marie, qui avait 83 ans et avait pleuré pendant 1 heure quand elle avait enfin rencontré la petite fille qu'elle pensait avoir perdue à jamais. « Je voudrais que Valérie puisse te voir, » dit grand-mère Marie, tenant la main de Chloé. « Tu es tout ce qu'elle rêvait que tu serais. » Ce soir-là, Chloé prit une décision. Quand tout cela serait fini, elle utiliserait son héritage pour aider d'autres femmes piégées dans des situations comme la sienne. Refuge, aide juridique, programme d'éducation, tout ce qu'il faudrait pour s'assurer que personne d'autre ne se sente aussi seul qu'elle l'avait été. Le palais de justice était bondé lorsque Chloé arriva avec sa famille. Caméras et journalistes criant des questions alors que Nicolas les guidait à travers la foule. À l'intérieur de la salle d'audience, Chloé vit Lucas pour la première fois en 3 semaines. Il avait l'air terrible, plus maigre, mal rasé, portant un costume qui ne lui allait pas bien. Son avocat commis d'office avait l'air dépassé. Quand les yeux de Lucas rencontrèrent ceux de Chloé, quelque chose vacilla sur son visage. Regret peut-être, ou peur, ou honte. Elle détourna le regard. La juge Loretta Morrison entra, une femme noire d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux perçants qui ne manquaient rien. La déclaration d'ouverture de Nicolas fut dévastatrice, exposant la chronologie de la façon dont Lucas avait isolé Chloé, l'avait volée, l'avait systématiquement abusée pendant 3 ans. L'ouverture de l'avocat de la défense fut faible, arguant que les mariages sont compliqués et que Lucas croyait être en droit d'utiliser les fonds conjugaux. L'expression de la juge Morrison indiquait clairement ce qu'elle pensait de cet argument. Monique témoigna en premier, décrivant des années à entendre Lucas hurler sur Chloé. L'appeler, bonne à rien, la traiter comme de la boue. Cet homme l'a jetée dehors dans une tempête alors qu'elle était enceinte de 8 mois, dit fermement Monique. Je reconnais la maltraitance quand je la vois. Et c'était de la maltraitance. Les experts financiers détaillèrent la fraude, montrant les signatures falsifiées et les comptes systématiquement vidés. Lucas avait volé 67 000 € sur 2 ans, incluant des dépenses dans des bijouteries et des restaurants pour d'autres femmes les jours où il était supposé être au travail. Puis vint le tour de Chloé à la barre. Nicolas la guida à travers les 3 années de mariage doucement mais minutieusement. L'isolement lent, la violence verbale, le comportement contrôlant. Lucas vérifiant son téléphone et ses emails. Lui disant comment s'habiller et à qui parler. « Quand avez-vous appris la fraude financière ?» demanda Nicolas. « La nuit où mon oncle m'a trouvé. » Son équipe de sécurité a découvert ce que Lucas faisait. La voix de Chloé trembla. Je me suis senti stupide, utilisé, comme si tout dans notre mariage était un mensonge. Nicolas laissa cela flotter dans l'air avant de demander des détails sur la nuit de l'incident. Chloé décrivit le riz brûlé. La rage de Lucas alimentée par le vin, les accusations, être jeté sous la pluie enceinte de 8 mois. Il a dit que je n'étais rien, finit-elle, les larmes coulant sur son visage. Que je serais toujours rien, que je venais de rien et mourrais en étant rien. Ça m'a fait sentir que peut-être il avait raison, que peut-être je ne valais vraiment rien. La voix de Nicolas fut douce. Mais vous n'êtes pas rien, n'est-ce pas? Chloé leva la tête. Non, je ne le suis pas. L'avocat de la défense tenta de l'ébranler lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'elle avait manipulé Lucas, qu'elle avait caché sa famille pour paraître vulnérable. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de votre oncle à votre mari? Demanda-t-il. La réponse de Chloé fut simple et honnête. Parce que j'avais honte. Je me suis enfui de chez mon oncle 3 ans avant même de rencontrer Lucas. Je m'étais convaincu que je n'étais pas assez bien pour cette famille, que je ne les méritais pas. Cela n'avait rien à voir avec Lucas. Diana Price, la chef de la sécurité de Pierre et ancien agent des services secrets, détruisit ce qui restait de la défense de Lucas avec des preuves froides et dures. Elle expliqua à la cour les 22 années de recherche pour retrouver Chloé, la surveillance qu'ils avaient mise en place il y a 6 mois avec la coopération de Monique et ce qu'ils avaient trouvé. Monsieur Thompson a été licencié de son poste il y a 4 mois en raison de plaintes pour harcèlement sexuel, mais il a continué à quitter la maison chaque jour, laissant présumablement sa femme croire qu'il avait toujours un travail, témoigna Diana, affichant la documentation sur les écrans du tribunal.
Nous avons documenté le siphonnage systématique des comptes de Madame Miller. Plus de 67 000 € volés sur une période de 2 ans. Monsieur Thompson avait également des profils actifs sur 3 sites de rencontres, tous le listant comme célibataire sans enfant. Certains de ces messages ont été envoyés alors que Madame Miller était enceinte. L'avocat de la défense tenta d'argumenter que la surveillance était illégale, mais Diana était prête. Toutes les caméras étaient positionnées sur la propriété privée de Madame Monique avec sa permission. Nous n'avions aucune attente de vie privée pour des actions se produisant à la vue du public. Tout ce que nous avons enregistré était légal. Nicolas diffusa les images. De multiples angles montrant Lucas jetant les affaires de Chloé sous la pluie. L'audio de lui hurlant « Tu n'es rien ». Les images de Chloé effondrées dans la boue. Plusieurs jurés détournèrent le regard. L'expression de la juge Morrison durcit comme de la pierre. Le procès dura 3 jours, avec des témoins allant et venant. Mais à la fin, Lucas n'avait plus de défense. Ses amis tentèrent de le peindre comme un type bien qui avait fait des erreurs, mais Nicolas détruisit chacun d'eux avec des preuves de mensonge et de dissimulation. La plaidoirie finale de Nicolas fut puissante et dévastatrice. Cette affaire concerne plus que l'argent. Il s'agit de pouvoir et de contrôle. Il s'agit d'un homme qui a vu une femme vulnérable et a décidé de l'exploiter. Lucas Thompson n'aimait pas Chloé Miller. Il l'utilisait. Il l'a isolée, abusée, volée, et a ensuite essayé de la jeter comme une ordure quand elle avait servi son but. Mais Chloé Miller n'est pas une ordure. Elle n'est pas rien. C'est une survivante. Elle est forte, et elle mérite justice. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures. Lorsqu'il revint, la voix de la présidente du jury était claire et certaine. Dans l'affaire Miller contre Thompson, nous statuons en faveur de la plaignante sur tous les chefs d'accusation. Nous accordons à la plaignante la restitution complète de 67 000 € plus les intérêts. De plus, nous accordons 200 000 € de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Nous recommandons que les plaintes pénales soient poursuivies dans toute la rigueur de la loi. La tête de Lucas tomba dans ses mains tandis que Pierre serrait la main de Chloé. La juge Morrison regarda la table de la défense avec un mépris à peine dissimulé. Monsieur Thompson, je suis juge depuis 27 ans, et j'ai rarement vu quelqu'un détruire aussi minutieusement une autre personne par un abus systématique. Vous êtes condamné à payer le jugement dans les 90 jours. J'émets également une ordonnance restrictive permanente. Vous ne devez pas contacter Madame Miller directement ou indirectement, et vous ne devez pas vous approcher à moins de 150 mètres de sa personne ou de sa résidence. Lorsque l'avocat de Lucas tenta d'argumenter sur les droits parentaux, la juge Morrison le fit taire immédiatement. En attendant l'issue des procédures pénales, les droits parentaux de Lucas Thompson sont suspendus. Il ne figurera pas sur le certificat de naissance. Il n'aura aucune garde, aucun droit de visite, aucun contact. 5 jours après le procès, Chloé entra en travail à 3 heures du matin. Pierre fut là immédiatement, ayant insisté pour rester dans la chambre voisine de la sienne la semaine précédente. Le trajet vers l'hôpital fut calme malgré les contractions de Chloé, Pierre lui tenant la main tout le long. « Tu vas être incroyable, dit-il. Tout comme ta mère l'était. » Véronique resta pendant les 14 heures de travail, coachant Chloé à travers les contractions tandis que Pierre faisait les 100 pas dehors avec Cameron et d'autres membres de la famille qui s'étaient précipités à l'hôpital. À 17h47 ce soir-là, la fille de Chloé naquit. 3 kilos et des poussières, parfaite à tous égards. « Comment allez-vous l'appeler » demanda l'infirmière. Chloé regarda le petit visage parfait qui ne ressemblait en rien à Lucas et tout à l'espoir. « Manon, dit-elle. Manon Rose Miller, d'après le 2e prénom de sa grand-mère. » Pierre pleura lorsqu'il tint sa petite nièce pour la première fois. « Elle a les yeux de Valérie, murmura-t-il. » La chambre d'hôpital se remplit de familles au cours des heures suivantes, tous voulant rencontrer bébé Manon. Monique arriva avec une couverture tricotée à la main. « Tout bébé a besoin de quelque chose fait avec amour, dit-elle. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que bébé Manon dormait paisiblement, Chloé vérifia son téléphone et trouva un dernier message qui était passé avant qu'elle ne bloque tout. De Lucas, juste 2 mots, je suis désolé. 2 mots qui arrivaient 2 ans et 267 000 € trop tard. Chloé l'effaça sans répondre car certaines excuses ne méritent pas d'acceptation. 6 mois plus tard, la fondation Douit pour les survivantes de violences domestiques ouvrit ses portes dans le sud-ouest de Paris,
non loin de l'endroit où Chloé avait grandi en famille d'accueil. Le bâtiment abritait un refuge, une clinique juridique, des services de conseil et un programme de formation professionnelle. Tout ce dont une femme avait besoin pour quitter une situation abusive et construire une nouvelle vie. Chloé se tenait à la coupure du ruban avec bébé Manon sur la hanche, entourée de familles, de supporters et de caméras de télévision. « J'ai créé cette fondation parce que je sais ce que c'est que de se sentir piégée, dit-elle à la foule. De croire que vous n'êtes rien parce que quelqu'un a passé des années à vous le dire. Mais je sais aussi ce que c'est que de découvrir que vous aviez tort, que vous avez de la valeur, que vous méritez l'amour, la sécurité et le respect. Chaque femme qui passera ces portes recevra le soutien que j'ai reçu. Aide juridique, ressources financières, un endroit sur où rester, des conseils, une formation professionnelle, tout ce qu'il faut pour les aider à voir qu'elles ne sont pas rien, elles sont tout. » Les applaudissements furent tonitruants, et Chloé se vit sur les moniteurs, l'air confiante et forte. Rien à voir avec la femme brisée qui s'était agenouillée dans la boue 6 mois plus tôt. Après la cérémonie, Monique la tira à part. « Ta maman serait si fière. Tu fais ce qu'elle aurait fait. Vous êtes toutes les deux des battantes. » Ce soir-là, dans la maison que Chloé avait achetée pour elle-même et Manon, dans un bon quartier avec d'excellentes écoles, elle mit sa fille au lit et s'assit sur le balcon avec un thé. Son téléphone vibra avec une alerte info. Lucas Thompson condamné à 3 ans de prison pour fraude et usurpation d'identité. Elle lut le plaidoyer de culpabilité, la restitution ordonnée, vit la photo d'identité judiciaire qui ne ressemblait en rien à l'homme confiant qu'il avait jeté sous la pluie. Chloé ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de colère, juste rien. Il était dans son passé maintenant, un chapitre clos. Son avenir était à l'intérieur, dormant paisiblement dans un berceau entouré d'animaux en peluche et de photos de famille. 1 an après cette nuit sous la pluie, Chloé était assise dans son bureau à la Fondation, passant en revue les rapports trimestriels avec Pierre. Nous avons aidé 83 femmes le trimestre dernier. 12 d'entre elles ont déjà trouvé un emploi et emménagé dans leur propre logement. 23 sont en procédure judiciaire pour quitter leurs agresseurs. Toutes sont en sécurité. Pierre sourit avec fierté. Tu fais un travail incroyable. Chloé secoua la tête. Nous faisons un travail incroyable. Rien de tout cela n'existerait sans toi. La réponse de Pierre fut simple et vraie. Cela existe grâce à toi. J'ai juste fourni les ressources. Tu as fourni la vision. Manon, marchant presque maintenant, titubait autour du bureau, babillant dans sa propre langue, ressemblant de plus en plus à Chloé chaque jour avec aucun trait de Lucas visible. J'ai reçu une autre lettre de lui, dit doucement Chloé. De prison, disant qu'il est désolé, qu'il a changé. Il veut faire partie de la vie de Manon. Pierre attendit sa décision. Qu'est-ce que tu vas faire ? Chloé y avait réfléchi soigneusement. Rien. Il a fait son choix. J'ai fait le mien. Peut-être qu'un jour quand Manon sera plus âgée, si elle veut savoir pour son père biologique, je lui dirai la vérité. Mais je ne forcerai pas une relation qu'il n'a pas méritée. Elle regarda son oncle, l'homme qui s'était agenouillé dans la boue pour elle, qui lui avait donné une seconde chance d'avoir une famille, qui l'avait aidé à construire quelque chose de significatif à partir des décombres. Je peux te demander quelque chose ? Pourquoi as-tu continué à me chercher ? 22 ans, c'est long. La plupart des gens auraient abandonné. Le sourire de Pierre fut chaleureux et certain. Parce que la famille n'abandonne pas. Ta mère est morte en croyant que tu serais aimé et soigné. Quand j'ai découvert que tu avais été perdu dans le système, j'ai fait une promesse à sa mémoire que je te trouverais. Cela a pris plus de temps que je ne le voulais, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Ce soir-là, Chloé borda Manon dans son lit et lui lut son histoire préférée sur une princesse qui se sauvait elle-même. Tu n'as pas besoin d'un prince, dit Chloé à sa fille endormie. Tu as juste besoin de savoir que tu vaux la peine d'être sauvé, et tu le es. Tu le seras toujours. Dehors, la pluie commença à tomber. Mais Chloé n'avait plus peur de la pluie. La pluie lui avait amené son oncle. La pluie avait lavé son ancienne vie. La pluie lui avait donné une chance de recommencer. Elle se tenait à la fenêtre avec le babyphone à la main et regardait l'orage. Lucas l'avait appelé, rien, mais, rien, ne pouvait pas construire une fondation qui aidait des dizaines de femmes chaque mois. Rien, ne pouvait pas aimer aussi férocement ou se battre aussi fort ou transformer la douleur en but.
Elle était tout, et elle l'avait toujours été. Elle avait juste eu besoin d'une déesse neuve sous la pluie pour le lui rappeler. La fondation aiderait des milliers de femmes au fil des années. Certaines arriveraient brisées comme Chloé l'avait été, convaincues qu'elles méritaient les abus, croyant les mensonges que leurs agresseurs avaient plantés dans leurs esprits. Mais elles repartiraient en connaissant la vérité, que leur valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres les traitaient, qu'elles avaient de la valeur simplement parce qu'elles existaient, qu'elles méritaient la sécurité, l'amour et le respect. Chloé dirait la même chose à chacune d'elles. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes tout. Et il y a un monde entier qui attend de vous rappeler cette vérité si vous êtes assez courageuse pour y entrer. Lucas avait appris à la dure qu'on ne sait jamais qui est vraiment quelqu'un ou qui les aime. Chloé n'était pas rien. Elle était tout et elle l'avait toujours été. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur ne dépend pas de la façon dont les autres le traitent. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de justice et de rédemption. Et rappelez-vous, le karma n'oublie pas. Et un oncle milliardaire avec des caméras de sécurité non plus. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez dit à Lucas dans cette salle d'audience.